Au menu de ce 19h30, deux ministres face à la presse ce 28 novembre. Siméon Sawadogo et Rémi Fulgence Danguinou ont répondu aux questions des journalistes. Plusieurs sujets d'actualité ont été épluchés. Élections et coopération franco-burkinabé ont été notamment évoqués. Et puis, le nouveau directeur général des Eaux et Forêts prend son commandement. Le colonel-major Lamoussa Ebié devra faire face à des défis majeurs dans un contexte de crise environnementale et sécuritaire. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Et pour débuter, un invité dans ce journal, Soulef Gessoum. Elle est conseillère régionale en gouvernance et participation politique des femmes à ONU Femmes, bureau régional de Dakar. Madame Gessoum, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez effectué une mission, vous êtes en mission au Burkina en ce moment, dans le cadre de la loi sur le quota qui est en préparation et qui devrait être votée. Qu'est-ce que vous avez constaté autour de cette loi-là quand vous êtes arrivé? En fait, en ma qualité de conseillère régionale en gouvernance et participation politique des femmes, cette mission a été organisée conjointement avec le PNUD ici au Burkina afin d'appuyer les femmes dans leur plaidoyer par rapport à cette loi de parité. Donc on a eu la possibilité de rencontrer des représentants du ministère de la Femme, des membres du Parlement burkinabé, de la commission qui est en charge de la loi et bien sûr les représentants de la société civile qui travaillent aussi sur la promotion de la participation politique des femmes, notamment le cadre de concertation de la société civile qui travaille beaucoup sur cela. Alors vous avez rencontré les femmes. Qu'est-ce que vous ont dit les femmes et des hommes. Alors, les femmes particulièrement, qu'est-ce que vous ont dit par rapport à cette loi? Qu'est-ce qu'elle décrit dans cette loi? Le projet de loi en lui-même marque une évolution parce qu'il inclut le système zébré, c'est-à-dire l'alternance entre les femmes et les hommes dans les listes électorales, mais la loi demeure dans son applicabilité. En fait, c'est un projet de loi, hein, ce n'est pas encore une loi. Demeure dans son applicabilité problématique du moment que la sanction n'existe pas encore dans la loi. Et la seule sanction qui est gardée, c'est celle qui est financière. Si on ne respecte pas de tels quotas, donc les partis politiques perdent un certain pourcentage du financement public. Alors que l'expérience a démontré que les partis politiques préfèrent perdre de l'argent que placer leurs militantes au sein des partis politiques dans les listes électorales. Et ça, c'est dommage. Alors, vous parliez d'expérience. Justement, est-ce qu'il y a d'autres pays, certains, qui ont pu faire des expériences avec ce genre de loi? Et comment ça marchait? Écoutez, la Guinée vient d'adopter une loi similaire qui stipule l'alternance dans les listes électorales entre les femmes et les hommes, mais qui inclut la sanction, et la sanction est simple. Les listes électorales doivent être irrecevables si elles ne respectent pas cette règle. Et donc c'est là où la loi devient intéressante et peut constituer un pas en avant vers la promotion de la participation politique des femmes. On a le Sénégal aussi qui a adopté une loi similaire, le principe zébré, l'alternance entre les femmes et les hommes sur les listes électorales. La Tunisie aussi en Afrique du Nord. Mais il faut retenir aussi que cette loi, elle est applicable d'une manière différente selon le système électoral qui est adopté par le pays. Par exemple, lorsque cette loi elle a été appliquée au Sénégal, dans un système électoral majoritaire, on a eu 40% des femmes. Mais le même principe a été appliqué dans un système proportionnel comme celui du Burkina. On cite par exemple le cas de la Tunisie. Dans les dernières élections, on n'a eu que 25% des femmes dans un système zébré avec sanction. Et donc parce que tout simplement, dans un système proportionnel, vous avez beaucoup de partis politiques qui montent au Parlement avec tête de liste, comme vous le savez, la majorité homme. Donc si un parti politique, par exemple, décroche 3 sièges, c'est systématiquement 2 hommes et une femme. S'il décroche un siège, c'est systématiquement un homme. Et donc, ce système zébré qui fait beaucoup peur en fait aux hommes politiques, mais en réalité, il n'offre la possibilité
qu'une représentation entre 20 et 30% de femmes avec sanction dans un système proportionnel comme celui du Burkina. Alors, qu'est-ce que vous avez dit aux différents acteurs que vous avez rencontrés, que ce soit les députés, la société civile, mais aussi le ministère de la Femme? Quel est le message que vous leur avez apporté? D'abord, c'est un processus souverain. Le Burkina et les parlementaires du Burkina ont la liberté de faire les choix politiques et les choix techniques qui vont vers leurs choix politiques aussi. Et donc, mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'apporter les expériences comparatives de d'autres pays et les leçons qu'on a tirées des différentes applicabilités de ces systèmes de quotas. Mais pour le moment, la seule chose qu'on a inventée dans le monde pour un peu progresser sur la question de la représentativité des femmes en politique, c'est le système de quotas, sous plusieurs formes, mais il faut absolument faire une sanction, parce que jusqu'à présent, malheureusement, les partis politiques, ils reconnaissent l'apport des femmes comme, je m'excuse du mot, comme bétail électoral, mais ils ne reconnaissent pas leur rôle et leur force en politique comme militantes, comme membres des bureaux politiques, comme dirigeantes, comme preneuses de décisions au sein des partis politiques et même dans le Parlement. Et on ne peut pas tolérer, jusqu'à présent, on est en 2020 bientôt, en quelques semaines, on ne peut pas tolérer qu'un pays comme le Burkina, qui compte plus de 50% des femmes dans la société, l'apport de femmes dans l'économie, dans le développement en général, on ne peut pas tolérer une exclusion à ce point. Donc il faut absolument reconnaître que si on veut développer le pays, il faut absolument le faire ensemble, hommes et femmes. Donc la loi, dans son état actuel, vous estimez qu'elle n'est pas assez coercitive, contraignante? Elle n'est pas dissuasive, effectivement, elle n'est pas assez contraignante. Et on va encore peut-être se retrouver dans le même schéma. On a eu un quota de 30%, mais on va être 9% au Parlement, comme c'est le cas actuel, malheureusement. Il faut aller un peu plus loin? Oui, il faut un peu plus de volonté politique. Et c'est le message que vous avez apporté Exactement. dans vos échanges avec les différents... Il faut un peu plus de volonté politique, un peu plus d'efforts pour qu'on puisse avancer, parce que les études et les rapports des Nations Unies ou d'autres organisations internationales prouvent que le développement est extrêmement lié à la participation des femmes en politique et aux prises de décision, parce qu'ils font les politiques autrement et parce que leur apport est primordial. Justement, madame, vous parliez tout à l'heure de prise de décision, que les femmes soient à des postes de prise de décision. Vous savez, dans notre métier, on parle avec beaucoup de personnes, on parle avec des politiciens, on parle avec des économistes, on parle avec des personnes, des organisations de la société civile. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent que mais les postes, ils sont là, on n'a pas besoin de faire un quota pour les femmes, qu'elles viennent, qu'elles compétissent avec les hommes et qu'elles prennent les postes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a des femmes, mais seulement les blocages, ils sont là. Vous allez avoir la même réponse chez les leaders politiques. Ils vont dire, mais on n'a pas de femmes à mettre sur les listes électorales. Mais si on cherche, et les statistiques le prouvent, y compris au Burkina, les femmes engagées en politique, elles sont très nombreuses au niveau des bases. Le travail de terrain, le travail de porte-à-porte, le travail électoral de fond. Mobilisation. Mais quand on parle de prise de décision, quand on parle de formation politique, elles sont exclues. Quand on parle... il y a un problème d'exclusion. Ce n'est pas les postes, elles sont là et elles ne les prennent pas. Elles veulent bien... Quand on cite un exemple des réunions politiques, ça se passe où, les réunions politiques? À quelle heure elles vont se tenir? Et vous avez, ce sont des espaces importants pour la formation politique, pour les femmes ou pour les hommes, pour les deux. Mais on va les faire dans des heures qui n'arrangent pas les femmes, on va les faire dans des lieux qui n'arrangent pas les femmes, et ça, c'est une forme d'exclusion. C'est peut-être le prix à payer pour entrer dans le cercle du leadership. Pas du tout, du tout. Vous avez des pays qui ont instauré dans le règlement intérieur qu'aucune réunion d'un parti politique peut se tenir en dehors des heures, de telle heure à telle heure, pour permettre aux femmes de participer. Il y a des partis politiques aussi qui ont instauré un quota dans le règlement intérieur pour permettre aucune réunion s'il n'y a pas tel pourcentage de femmes, 40% de femmes, s'il n'y a d'un ou l'autre sexe. S'il n'y a pas
tel pourcentage, et donc le meeting politique ne se tiendra pas. Et donc c'est pour s'assurer qu'il y ait une inclusivité. À cette allure, si on prend le problème à l'envers, si on impose des lois tout taillées autour des femmes, c'est une autre forme de discrimination, cette fois-ci, contre les hommes, pourrait-on dire, madame? Ce n'est pas contre les hommes, c'est pour permettre qu'on fasse les choses ensemble. Pour le moment, le seul mécanisme qu'on a inventé, malheureusement, c'est le quota. Et on appelle ça une mesure temporaire. Pourquoi on l'appelle temporaire? Parce qu'une fois qu'on arrive à une représentativité adéquate, on retire le quota. Vous savez, au Rwanda, ils ont un quota de 30%. Mais ils sont à 60% au Parlement, ils sont à 50% au gouvernement. C'est un pays qui a une évolution économique et qui est de 6 jusqu'à 9% annuellement de développement économique annuel. Et donc, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. On ne peut pas aller vers un développement économique ou une prospérité en excluant la majorité et la moitié de la société. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, madame. Merci d'être venue sur ce plateau. Les places sont là. Les hommes le disent très souvent. Peut-être qu'il y a des blocages, mais toutes les femmes qui se sont battues sont aujourd'hui à des places importantes. En 2019, il n'y a pratiquement plus de loi discriminatoire en ce qui concerne les femmes. Mais je crois que votre message est passé et que les autorités, les décideurs du Burkina Faso l'ont bien compris. La loi qui devait être votée le 5 décembre prochain a été repoussée, la date a été repoussée. Peut-être que c'est grâce à la pression que mettent toutes ces associations des femmes, notamment Martine Yabré, la coordonnatrice, la bouillante Martine Yabré, qui se bat de toutes ses forces. Et on verra bien d'ici le 13 décembre comment est-ce que ça va se passer. Et effectivement, je rends hommage à toutes ces femmes qui continuent à se battre. Et à ces hommes aussi. Les hommes aussi se battent aussi pour les femmes. La preuve, c'est un homme qui vous reçoit ce soir. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne continuation et un bon retour. Au revoir. Et nous poursuivons ce journal avec cette phrase. Les élections générales de 2020 se tiendront aux dates initialement indiquées. Voilà ce qu'a répondu le ministre de l'Administration territoriale face aux questions des journalistes ce jeudi. Pas de changement d'agenda donc en vue du processus électoral à venir. Siméon Sawadogo qui s'est exprimé sur le sujet au cours de la conférence de presse du gouvernement. Il était accompagné du ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dinguinou. Lui, il est revenu sur l'état de la coopération entre le Burkina Faso et la France. Le compte rendu de tout cela avec Abdourazak Traoré. Si c'est mon pays, s'ils veulent le peindre en violet, en rouge, en noir, c'est leur problème. Moi, j'attends que nous apportons une solution aux problématiques sur lesquelles les populations nous attendent. Une mise au point du porte-parole du gouvernement après les alertes données par les États-Unis et la France sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Une mise au point qui ne cache pas cependant la réalité. C'est un fait indéniable, il existe bel et bien des accords avec la France, mais le gouvernement s'assume. La force Barkhane a été d'une utilité manifeste pour nous aider à sortir de situations compliquées. Donc, pourquoi nier cette réalité? C'est un fait, parce que nous avons des accords. Face à la presse également ce 28 novembre, la réaction du ministre en charge de l'organisation des élections de 2020. Siméon Sawadogo s'insurge contre les propos de certains partis d'opposition qui soupçonnent la majorité de reporter les scrutins de l'année prochaine. De façon consensuelle, nous avons allégué que le calendrier électoral ne sera pas le On a signé, on est sorti. Moi, en tant que ministre en charge, donc l'entrée sur les questions sur l'électrique, je suis en train de me préparer donc avec les autres ministères concernés pour les élections en 2020. Donc la CENI, le président et les membres de la personne de courir pour les élections en 2020. Personne n'est venu signer et notre document dit qu'on reporte donc les élections en 2020. Mais on peut en sortir dire qu'il y a des élections en 2020 pour on prépare le report des élections. Comment on peut sortir d'ici? L'autre point abordé à ce point de presse, c'est la suspension du Front patriotique pour le renouveau. Siméon Sawadogo s'explique. Vous devez avoir un comportement dans le sens de la sauvegarde de ce pays. Comme je disais, on ne vous a jamais dit de le gouvernement. C'est pas ça que le gouvernement. Vous ne devez pas l'aimer. C'est pas ça la question. Mais la question, c'est ton pays. Et les gens ont pensé que c'est parce qu'il a fait un appel à la démission du président de la société. J'ai jamais dit ça.
Parce que nous avons dit non, on a lu le texte là. Quand l'opposition politique dénonce un présupposé lien du chef de l'État avec un marchand d'armes, en se basant sur un article de la lettre du continent, le ministre de la Communication tente de démonter l'argumentaire du CFAP. La lettre du continent. Vous savez, la lettre du continent, des fois ils disent telle personne est une super personne à côté du président du Faso et ils vendent leur papier. Ils vendent leur papier. Notre pays est régi par des règles. Il y a des textes qui existent. Même dans le domaine de la défense, les passations des marchés sont soumises à un minimum de contrôle. À la célébration du 11 décembre à Tinkodogo, le champagne ne coulera pas à flot, sinon qu'il ne coulera même pas. Rassure Simeon Savadogo, le chef de l'État, a donné des directives fermes. Il veut une célébration soft. Quant à la polémique qui enfle en ce moment sur l'affaire labellisation d'Atiké, Rémi Danjounou est optimiste sur la résolution du problème. Bon, moi j'adore l'Atiké et le poisson, mais bon, je n'en fais pas un problème. Je pense que faut pas qu'on monte en épingle quelque chose. S'il y a des conflits qui se règlent, il y a loi pays qui existe. S'il y a des problèmes, ça va être réglé, les uns et les autres. Et puis c'est une question qui engage une entreprise privée. Voilà, nous allons écouter encore Rémi Fulgence Danjounou, le ministre de la Communication, qui fustige cette fois-ci le traitement qu'une certaine presse fait de l'information faisant état d'affrontements intercommunautaires meurtriers dans la région de l'Est. On écoute Rémi Fulgence Danjounou. Je rappelle qu'il y a un organe de presse que je vais citer, qui s'appelle Ouaga24.com, qui a parlé d'un génocide à l'Est. Je crois qu'il faut que nous fassions très attention aux terminologies que nous utilisons. Notre travail de journaliste, c'est de confronter les faits, de les diffuser, sans tenir compte de l'état d'âme du membre du gouvernement que je suis, sans tenir compte de l'état d'âme d'une communauté quelle qu'elle soit, en gardant à l'esprit notre responsabilité sociale. Mais avoir ces terminologies-là peut prêter à confusion. Parce que chaque fois qu'on emploie un terme, nous pose des questions, on a conscience de ce qu'il s'agit. Dans l'histoire de notre humanité, il n'y a pas beaucoup de génocides. Il y a le génocide arménien sur lequel les acteurs discutent. Il y a le génocide juif pratiqué donc par le Reich allemand. Il y a le génocide Tutsi que tout le monde a connu il y a quelques années de cela au Rwanda, connu comme tel. Mais dire que les affrontements qui peuvent avoir eu parfois une communauté touchée plus qu'une autre sont un génocide, je pense que nous devons faire attention aux termes que nous utilisons. Je le dis en tant que ministre de la Communication, parce que nous n'avons pas envie de rentrer dans une guerre avec la presse. Elle est importante en termes de régulation de notre gouvernance économique comme politique. Elle est importante par les moments que nous avons en termes de communication à l'endroit des populations. Nous devons aussi garder véritablement la mesure des choses. Plus la critique est juste, même si elle fait mal, plus les résultats que l'on obtient sont importants. Mais de là à stigmatiser l'ensemble du travail des forces de défense et de sécurité ou l'ensemble d'une communauté contre une autre, il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Voilà, toute autre chose, il est âgé de 57 ans et il a 30 ans d'expérience dans le corps des eaux et forêts. Le colonel-major Lamoussa Ebié est le nouveau directeur général des eaux et forêts. Il a pris ses commandements ce jeudi. Rémi Lambert-Nébié. Le colonel-major Lamoussa Ebié donne ses premiers commandements à la troupe. Nouveau chef de corps et nouveau directeur général des eaux et forêts. Il a reçu ce 28 novembre le plein pouvoir des mains du ministre en charge de l'environnement et de l'économie verte pour commander, structurer et réformer le corps des eaux et forêts. L'une des priorités, je pense, ça va être la question organisationnelle. Donc on va essayer effectivement de voir comment adapter l'organisation d'abord aux nouvelles dispositions de la loi qui régit le statut des eaux et forêts. Également, comment faire en sorte que nous puissions faire face aux nouveaux défis qui se posent au corps des eaux et forêts dans le cadre de la protection des ressources naturelles. Et nous allons nous atteler effectivement à trouver les moyens qu'il faut en termes, je l'ai dit,
formation, en termes d'équipement, pour que les hommes sur le terrain puissent être aptes à faire face aux défis qui se posent à eux. Et naturellement, c'est de faire en sorte que les eaux et forêts soient en phase avec les besoins, les aspirations des populations, de manière à ce que le corps réponde aux normes d'un corps paramilitaire en termes de discipline, en termes de déontologie, en termes de gouvernance, bonne gouvernance de la gestion des ressources naturelles. Aller en croisade contre les bandits et criminels qui écument les forêts burkinabées est l'autre mission assignée au nouveau chef de corps des eaux et forêts. Le gouvernement compte lui donner les moyens nécessaires pour accomplir ses missions. Et cela débute par la construction d'une caserne d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA pour le corps. Vous savez, le corps des eaux et forêts vient de loin. Et l'orientation donnée par le président du Faso, c'est amener le corps des eaux et forêts au même niveau que les autres corps paramilitaires. Nous sommes dans un cadre. Vous le regardez, vous le voyez, c'est ce qui sert de caserne opérationnelle aux eaux et forêts depuis plusieurs années. Et face à cette situation, afin de permettre à ce corps de travailler dans un cadre sain, afin d'atteindre les objectifs qui ont été fixés, le président du Faso a pris l'engagement d'accompagner le corps paramilitaire des eaux et forêts, bien sûr lui offrant une caserne digne de ce nom, afin de lui permettre de bien travailler dans de très bonnes conditions. Donc aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre et nous continuons toujours de travailler, le gouvernement, l'engagement ferme de dire aux agents des eaux et forêts que nous sommes là, le gouvernement est là pour les accompagner, en tout cas dans l'atteinte de leur mission. Né en 1962, le colonel-major Lamoussa Ebié est nanti d'une expérience de plus de 30 ans dans le corps des eaux et forêts. Il est aussi titulaire d'un master en biologie, géosciences, agro-ressources, environnement de l'Université de Montpellier II. Responsabilité sociétale des établissements d'enseignement supérieur et recherche. Voilà le thème des journées scientifiques et portes ouvertes qu'organise l'Université Joseph Kizerbo. Des journées qui ont débuté ce 28 novembre. Caroline Yoda. 3 jours pour offrir au public l'opportunité de prendre la mesure de ce qu'elle fait, de ce qu'elle sait faire le mieux, la mesure de ce qu'elle mène comme activité de formation et de recherche, la mesure de ce qu'elle engrange depuis des décennies. Les mots des professeurs Al-Kassoum Maïga et Rabiou Sissé traduisent à souhait l'esprit des journées scientifiques et portes ouvertes de l'Université Joseph Kizerbo. Le temple du savoir burkinabé qui entend jouer pleinement sa responsabilité sociétale. C'est notre engagement personnel et communautaire. C'est notre détermination à ne jamais céder à la lassitude, au découragement, notre détermination à mettre tout en œuvre pour que, avec l'appui des autorités politiques et des acteurs du développement, cette officine de l'avenir des nations qu'est l'université, en tant que lieu de formation théorique, pratique et humaine, survive à toutes les intempéries qui la fragilisent et se consolide chaque jour par les efforts conjugués des uns et des autres. C'est du lot commun de dire que nos universités se portent très mal, que la formation est de mauvaise qualité, qu'il y a une foultitude de problèmes. Ce que nous ne nions pas du tout parce que nous sommes les premiers à connaître qu'il y a des difficultés, qu'il y a des contraintes. Mais quand on relève les difficultés et les contraintes, ce serait bien de relever quand même ce qui se fait du bien entre les 4 murs de nos universités. Alors, les portes ouvertes, c'est l'occasion pour nous de parler de nous-mêmes et de montrer de ce qu'on fait et ce qu'on est capable de faire. Et l'Université Joseph Kizerbo est capable de faire de belles choses. En 45 ans d'existence, elle est souvent citée comme étant la meilleure université publique d'Afrique de l'Ouest. Des performances que le parrain des présentes journées scientifiques et portes ouvertes n'a pas manqué de relever. Idrissa Nassa, qui s'est également fait le porte-parole de l'université auprès de ses pairs opérateurs économiques. Je lance un appel aux acteurs économiques de notre pays à profiter de ces journées exceptionnelles pour se rapprocher davantage de l'université
afin de contribuer à l'enrichissement des programmes de formation pour prendre en compte les besoins évolutifs de compétitivité des entreprises, mais aussi pour s'imprégner des résultats des recherches scientifiques dont l'utilisation économique permettra d'impacter favorablement le quotidien de nos populations. Conférences, communication scientifique, tables rondes et activités culturelles sont au menu de ces journées scientifiques et portes ouvertes qui prendront fin le 30 novembre prochain avec la nuit de l'excellence universitaire. Ils sont au nombre de 37 désormais sur le marché de l'emploi, celui de la conduite des engins lourds sur les sites miniers. Il constitue la 3e promotion du Centre de formation professionnelle CMTC. Eh bien, la promotion a effectué sa sortie. Sandrine Zougouri. Avec l'accoutrement exigé, ces hommes sont désormais prêts à travailler dans les mines. Après une formation théorique et pratique de 3 mois en conduite d'engins lourds des mines et des BTP, ce sont 37 apprenants que constitue cette 3e promotion du Centre privé de formation professionnelle Continuum Mining et BTP Training Center. Pour apporter leur touche au renforcement de la cohésion sociale, la promotion se fait appeler Promotion Union dans l'action. Moi, personnellement, j'ai reçu une formation en conduite de pelle hydraulique, mais nous tous, on a appris la conduite des engins miniers. Et la formation s'est bien passée. Ça s'est déroulé en 3 mois, 2 mois en phase pratique et 2 mois en phase théorie plutôt, et 1 mois en phase pratique. Voilà, tout s'est bien déroulé. Et nous nous sentons bien formés, voilà, et on espère maintenant sur le marché d'emploi. À cette cérémonie de sortie de la 3e promotion, le promoteur du centre prend non seulement l'engagement de soutenir 20 apprenants de la 4e promotion, mais aussi de prendre en charge 11 jeunes de la commune de Boudry dans le BAM. À mes initiatives personnelles, j'ai soutenu ou parrainé pour la formation de 17 jeunes que j'ai assumé entièrement les coûts de formation qui s'élèvent chacun 500 000 francs. D'où c'est un accompagnement que j'ai jugé utile pour appuyer ces communautés afin qu'ils puissent aussi voir l'œuvre de leurs partenaires qui est en train de s'installer dans la zone et aussi encourager et motiver les ressortissants, c'est-à-dire les forces vives de la localité, aussi d'accompagner aussi ses frères, ses fils de la zone pour qu'ils puissent bénéficier de la compétence. Ces 20 personnes qui seront formées auront des kits d'installation pour se mettre à leur propre compte parce que nous voulons autonomiser les jeunes. Et comme on a annoncé dans la cérémonie, il y aura une société en charge de leur monitoring pendant 1 année. Faisant de la formation professionnelle l'une de ses priorités, afin de lutter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso, le Centre privé de formation professionnelle Continuum Mining et BTP Training Center compte aujourd'hui 160 pensionnaires. Situé à Kongoussi dans le BAM, le centre a ouvert ses portes en 2018 et sa spécialité, c'est la formation en conduite d'engins lourds, des mines et des BTP. Que vous soyez à vélo, à moto ou encore en voiture, vous avez dû certainement le constater, la mobilité dans la ville de Ouagadougou devient de plus en plus stressante, une situation due à plusieurs paramètres. Eh bien, la problématique a réuni des maires de la capitale et des ministres pendant 72 heures. Objectif, trouver dès à présent des voies de recours. Céline Thiemtoré, Rémi Lambert-Nébier. Préparer et planifier les actions urbaines pour améliorer la mobilité dans la ville de Ouagadougou. Telles sont les raisons qui ont réuni, entre autres, des maires, des communes, des ministres et l'ensemble des acteurs participant à la question de la mobilité urbaine. Quand vous regardez les grandes villes africaines, vous verrez que c'est la question de la mobilité qui devient un problème préoccupant. Maintenant, c'est vrai, il y a d'autres questions liées à la propriété, mais la mobilité est quelque chose qu'on voit au quotidien. Si on ne le traite pas de manière conséquente, nos villes ne peuvent pas être produits de richesses. Ça va devenir des villes où on s'étouffe et on va aussi créer une pollution inacceptable. C'est pour ça qu'avec le programme La Banque mondiale, nous avons fait un diagnostic. Et cette attitude-là va maintenant aller au-delà du diagnostic pour que nous puissions planifier les actions. Et planifier les
les actions, c'est vraiment travailler ensemble. Que celui qui construit la route pense que, il construit pour des gens qui doivent circuler et que chacun de nous doit avoir sa part sur la route. Cette synergie d'action engagée était très attendue par les autorités communales. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que la priorité des priorités sur notre mandat, c'était la question de la mobilité urbaine. Cette rencontre va nous donner en tout cas des orientations, nous permettre de décider pour voir comment en tout cas cela doit être fait. Parce que nous voulons qu'à l'horizon de 2020, que nous puissions faire en sorte que le transport en commun soit une réalité, que le transport en commun prime sur les deux roues. Plusieurs plans d'action sont attendus au terme de cette rencontre de 72 heures. Nous attendons donc de cet atelier-là beaucoup de plans d'action qui vont nous permettre ensemble avec le ministère de la Sécurité, ce qui donc nous aide à réglementer, à réguler le trafic, mais aussi à nous entendre avec ceux qui construisent les routes, nous entendre aussi à ceux qui font les lotissements, et ceux qui sont les exploitants, les gares routières, les transporteurs, qu'ensemble nous puissions rentrer dans une concertation intense pour pouvoir gérer de manière efficace la mobilité, pour que les villes du Burkina Faso soient des villes qui produisent des richesses, des villes qui fonctionnent, des villes qui font bon vivre. Il va falloir qu'ils disent aussi les orientations. Nous avons besoin de leur orientation pour qu'au niveau du gouvernement, nous puissions prendre les actions, mais aussi prendre donc les décrets qu'il faut pour que désormais, si on doit construire une route, qu'on dise, voilà, ça va être construit comme ça, et nos bailleurs de fonds vont aussi obéir. Au cours de cet atelier, plus d'une dizaine de questions seront abordées. On peut citer, entre autres, la question du financement et des créations des autorités organisatrices, la question du renforcement des capacités des acteurs au niveau des départements ministériels et la question liée au développement des filières professionnelles dans le domaine de la mobilité urbaine. Et pour finir, le projet PAPSA tire allègrement à sa fin. Il est quasi terminé en 8 ans d'exécution. Qu'est-ce qui a marché? Quelles sont les difficultés que le projet a rencontrées? Eh bien, tout cela a été dit au cours de la 3e mission de bilan du PAPSA. Surtout Justin Dabiré. 78 participants prennent part à la 3e et dernière mission bilan d'appui conjointe à la mise en œuvre des activités du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Signé entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale depuis 2010, le PAPSA avait pour mission principale de finaliser la mise en œuvre de certaines activités majeures, telles que les aménagements des périmètres irrigués et leur exploitation, l'embouche bovine et ovine et la production halieutique. 8 années de mise en œuvre après, plus de 850 000 bénéficiaires directs ont été atteints pour une cible attendue de 800 bénéficiaires. Le bilan est assez éloquent. En attendant qu'on tire, n'est-ce pas, les leçons de cette 3e et dernière session. Mais d'ores ou déjà, quand même, dans les 3 secteurs qu'on a cités, quand même, vous avez vu les statistiques en termes de production agricole qui prend en compte les céréales, qui prend en compte les légumineuses, qui prend en compte les tubercules de racines et qui prend en compte également la culture maraîchère. C'est vraiment une gamme assez élargie au niveau de la production agricole. Au niveau de la production animale, on a dit, les secteurs qui sont couverts, c'est entre autres le lait, l'élevage de la volaille, le porc, et l'embouche bovine. Ça, c'est vraiment assez important. 113 millions de dollars, soit environ 55 milliards de francs CFA, ont été mis à la disposition du gouvernement burkinabé par la Banque mondiale pour faciliter la mise en œuvre du PAPSA. Nous avons, dans un premier temps, mis à la disposition du gouvernement 40 millions de dollars pour la première partie du projet. Et au regard des résultats, nous avons fait un financement additionnel d'un montant de 73 millions de dollars. Donc au total, vous avez 113 millions de dollars que la Banque mondiale donc, a mis à la disposition du gouvernement. Au cours de cette rencontre d'échange, des actions seront mises en place par les participants en vue de pérenniser le projet, selon le chargé d'études au secrétariat général du ministère en charge de l'Agriculture. Nous allons nous appeler durant ces 3 jours, voir donc les actions de pérennisation de ce projet. Parce que vous allez voir dans la salle, il y a près de 80 participants qui sont attendus, de tous les secteurs, toutes les parties prenantes qui sont présentées, soit le secteur privé, la société civile, le gouvernement, tout le monde est présent pour réfléchir sur les actions à mettre en place, pour pérenniser. Parce qu'on s'est ravivé très tôt que généralement, après les projets, tout ce qui est acquis, généralement, part dans l'eau. Il faut que nous commencions à travailler dès à présent, à pérenniser, à rendre durable ce que nous avons acquis lors du projet.
Également à cette rencontre, les résultats et les performances globales du projet depuis sa mise en œuvre seront analysés par les participants ainsi que les performances en matière de la passation de marché, de la gestion financière, du suivi et évaluation, de la communication et de la prise en compte de la sauvegarde environnementale et sociale. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30.